Le conclave, c'est la seule période de l'histoire où le Ghost Rider, Snoop Dogg et François Bayrou sont totalement interdits de séjour au Vatican, hein. Vu que ce sont trois gros enfumeurs, ils ont peur que ça perturbe l'annonce du nouveau pape. Entre le film Thunderbolts et le potentiel prochain film Deadpool, on a plein de choses dont on doit discuter aujourd'hui. Mais avant ça, souvenez-vous, un prochain battle de dessin qui s'annonce endiablé. Ça se passera, si vous êtes dans la région, à la Roque d'Enterron, le vendredi 16 mai prochain, entre 19h30 et 20h. S'affronteront Bruno Bessadi et Richard Di Martino. Ça va être complètement fou. Ils remettront le couvert pour le BIM Festival à Marseille, à Castellane, à la brasserie Le Zoumaï, le mardi 10 juin prochain, à peu près à la même heure. C'est quelque chose qu'il faut vivre en direct. Donc parlez-en autour de vous et venez nombreux, on est là pour rigoler et en plus livrer la guerre de l'art dans la bonne humeur. En attendant, ici votre fidèle Comic des Comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 469e JT Comics. Bon, apparemment le pied de Godzilla est devenu un marteau. Si Manuel Ferrara suit la même logique de produits dérivés, eh bien les rayons du Monsieur Bricolage vont avoir une toute autre gueule. Mais passons plutôt aux news de la semaine. L'Astérisque, c'est le film du moment, le seul à changer de titre en moins d'une semaine, passant de Thunderbolts Astérisque à New Avengers, les nouveaux Vengeurs, à une forme de performance artistique, sous couvert d'un gros coup marketing qui vient quand même redéfinir l'art sacré du divulgachage, qui vient surtout poser de nouvelles bases pour le grand univers cinématographique Marvel. Les critiques de ce Thunderbolts sont plutôt dithyrambiques, très bonnes. Le box-office, lui, ne l'est pas autant, assez décevant, 160 millions de dollars engrangés pour la première semaine de ce film qui a besoin d'environ 400 à 500 millions de dollars pour se rembourser. Ça, on verra. Mais assez parlé avec la compta, j'ai passé un très bon moment devant le film. Ce que j'ai aimé dans les Thunderbolts, c'est que Marvel continue sur le chemin des individus brisés, pas du tout héroïques. Ils ont tous du sang sur les mains, personne ne mise sur eux. C'est ça qui me les rend intéressants, qu'il y a de la matière, il y a de la marge de manœuvre pour qu'ils évoluent. J'aurais jamais pensé revoir Ghost. J'en avais même pas vraiment envie d'ailleurs, mais dans ce contexte, j'aime ça. Pareil pour John Walker, dont l'écriture est plus soignée, ce qui le rend agréable. Je m'attendais surtout pas non plus que les deux personnages soient mieux développés que Bucky, qui, malgré son bras gauche, est l'équivalent d'un tiers de molle absolument pas exploitable, alors que j'attendais pas mal de lui. C'est quand même le soldat d'hiver, bordel. Le rythme est un petit peu bizarre. On a une première partie qui vient poser rapidement toutes les bases. On suit Yelena, la meuf complètement en déprime, en quête de sens, comme ça peut nous arriver absolument à tous. On suit les aventures de la comtesse Valentina, la grosse maniganceuse en chef. On suit celle de Bucky qui lui essaye de vraiment changer les choses en politique. Mais une fois que ça part, eh bien l'équipe fonctionne bien et surtout le final est satisfaisant. Et ça, c'est important de se quitter en bons termes. Sur la forme, moins de fond vert ou de plans VFX, et c'est très agréable de voir des décors naturels. Il y a des jolies chorégraphies de combat, des dialogues sans concession. C'est pas pour les gosses. J'aime cette tonalité adulte, notamment grâce au sujet central du film qui est la maladie mentale. Et ça aussi, il fallait oser. Ça le rend complètement différent des autres projets Marvel Studios comme Born Again, comme Loki. Et c'est ça que j'aime chez eux, c'est la diversité. J'ai aimé cette interprétation de Sentry et le fait que le film repose en grande partie sur lui. Marvel mise quand même sur l'un des personnages les plus complexes dans les comics, tant il est puissant et que ça vient chambouler cette fameuse échelle de pouvoir qu'on peut demander au rayon Dwayne Johnson de n'importe quel magasin Monsieur Bricolage. Même dans les comics, les scénaristes s'en méfient. Il y a parfois où il est tombé dans de longues périodes d'oubli parce qu'on ne sait pas trop quoi en faire tellement il est puissant. Là, le MCU nous offre d'abord sa fragilité, ose bâtir le gros de l'intrigue finalement sur sa maladie mentale, à tel point qu'il n'y a pas de grand méchant à la Kang comme on nous l'avait vendu à l'époque dans le film, juste Bob et son esprit troublé qui devient donc l'antagoniste du film. Ça vient construire justement toute l'empathie nécessaire pour ce personnage avant de le faire vriller très fort, et que bien la toute fin repose justement sur le fait qu'on se soit attaché à lui et donc on se sente complètement navré et très investi dans le personnage et dans l'équipe, puisqu'il y a pas mal d'interactions marrantes. Il est encore là à la fin du film, ce qui est peut-être la chose la plus excitante, sauf si, comme je vous ai dit, il tombe dans l'oubli, mais ça me paraît quand même très peu probable. Ce que j'ai moins aimé, c'est peut-être la prestation de David Harbour qui est au comique, le genre de ressort que tu sens toute la nuit dans ton dos sur les vieux matelas, les vieux sommiers tout déglingués, mais j'avoue qui m'ont quand même eu avec la petite séquence d'émotion, rédemption entre lui et sa fille. C'est très raccord avec les dernières productions de chez Marvel. Pareil, eh bien, le ton adulte est un petit peu mis à mal par des scènes comiques où ils ne réfléchissent pas trop, alors que c'est quand même pas censé être des imbéciles, ces gens-là, comme la scène où ils grimpent dans la cage d'ascenseur. Mais bon, tant pis. La scène post-générique tournée par les frères Rousseau sur apparemment pendant le tournage d'Avengers Doomsday vient aussi propulser ces nouveaux Avengers dans le futur. Les 4 Fantastiques
fantastiques débarquent, ils risquent de faire apparaître une menace qui va vite réconcilier Bucky, Sam, les nouveaux Avengers et les futurs nouveaux anciens Avengers. Et j'ai carrément une pensée pour les comics Thunderbolts, dont le film reflète certains aspects. Souvenez-vous, Kurt Busiek et Mark Bagley avaient créé les Thunderbolts en l'absence des Avengers et des Fantastic Four à la suite du crossover Onslaught. Donc là, on a des Thunderbolts qui viennent aussi avec une astérisque, puisque ce sont en réalité les maîtres du mal rassemblés par le Baron Zemo qui se font passer pour des héros pour mieux arriver à leur fin. Sauf qu'on va voir que c'est un petit peu plus complexe et que même chez les vilains, eh bien, l'héroïsme peut séduire. Donc lisez la série originelle, lisez le run de Fabian Nicieza, lisez celui de Warren Ellis. J'ai de très bons souvenirs du personnage de Penance, l'évolution du mutant, du New Mutant Speedball après la Civil War. Et puis pour du plus récent, sachez que la série Dark Avengers était une bonne série, Thunderbolts, qui cachait son nom. En attendant, dites-moi si vous avez aimé ce Thunderbolts, si vous kiffez ces nouveaux Avengers dans les commentaires. À l'écran. Dans le reste de l'actu ciné des adaptations de nos comics favoris, Ryan Reynolds a déclaré que ce serait la fin de Deadpool s'il parvenait à rejoindre les Avengers, qu'il fonctionne mieux en personnage secondaire, un petit peu comme la fidélité chez mon beau-frère, c'est très secondaire, et ça intervient alors qu'une rumeur assez sérieuse émerge en disant que Deadpool 4 serait en préparation et que cette fois, Deadpool il serait entouré d'une équipe entière de X-Men. La seule question c'est, est-ce que ce seront les vieux X-Men de la Fox qu'on aime bien nous ressortir après nous avoir dit les avoir enterrés, ou alors est-ce que ce seront les nouveaux X-Men, ceux qui s'apprêtent à devenir un petit peu les nouvelles fondations du MCU. Surtout dites-moi qui vous aimeriez voir dans ce film, balancez tout ça dans les commentaires. Dans le DCU, attention, la jurisprudence Shifumi s'applique, le papier a battu le caillou, la paperasse serait venue à bout du sergent Rock qui devait être incarné par Colin Farrell, il a dû faire toutes les guerres pour être annulé aujourd'hui, mais peut-être pas tellement annulé, plutôt reporté, car on parle de conflit d'emploi du temps pour le tournage en Angleterre, on parle aussi peut-être du manque d'expérience du réalisateur Luca Guadagnino dans le genre action, donc le sergent Rock pourrait simplement en fait ricocher sans couler, donc c'est une affaire à suivre. La saison 2 du Peacemaker, elle, est bien sur les rails, toujours pour le mois d'août, on a eu droit à une nouvelle photo des coulisses du tournage pour l'anniversaire de John Cena, qui a fait un Stone Cold Stunner sur les 48 bougies de son gâteau. Par contre, une saison 2 qui, elle, a complètement déraillé, c'est celle de Hawkeye, puisque les comptables de Disney auraient offert à Jeremy Renner la moitié de ce qu'il aurait touché pour la saison 1, pour 8 mois de production, donc peut-être plus qu'un rôle de simple mentor, en retrait. Il a décliné, il s'est déjà fait manquer de respect par un chasse-neige, donc il ne va pas non plus laisser Disney lui rouler dessus, sauf que la rumeur dit qu'en fait Disney aurait fait exprès de lui faire cette offre complètement indécente pour qu'il refuse et pour qu'il n'y ait pas de saison 2 à Hawkeye. Un peu triste, mais tant pis. On a aussi vu le logo du prochain film Supergirl, le film qui était hier intitulé Woman of Tomorrow, mais on ne sait pas vraiment si ça sera le cas demain. En tout cas, les logos des cousins et cousines de Krypton sont raccords dans le style de celui du comics Kingdom Come que je vous recommande vraiment. En parlant de comparaison entre les films et les comics, justement, la polémique de la semaine, c'est le look du leader Samuel Stearns, l'ennemi de Hulk dans Captain America 4, et dans les comics, c'est historique, avec un concept de ce à quoi il aurait pu ressembler. Beaucoup disent que ça serait mieux, ça aurait été plus fidèle aux comics, mais attention, quand vous entendez parler de Samuel Stern ou du leader, je vous conseille d'aller voir ce qu'en pense Lyria Petitpain, l'artiste qui est spécialiste du personnage, qui donne sa version plus nuancée dans une note de blog que je vous mets tout de suite en description. Elle y parle du concept de la fidélité aux comics, elle montre que le chara-design choisi pour Samuel Stern n'est peut-être pas si infidèle que ce qu'on croit, elle propose même ses propres redesigns, donc suivez tout ça, c'est super intéressant, et dites-moi en commentaire quel look vous auriez préféré. Et on termine avec mon petit chouchou, mon araignée fétiche. Andrew Garfield a déclaré qu'il pourrait revenir en Spider-Man si l'histoire est bizarre, unique et surprenante. Allez Marvel, vous me semblez chaud en ce moment pour faire de l'unique et du surprenant, donc arrangez-moi tout ça. Pour ce qui est en revanche du film Spider-Man 4, le Brand New Day, qui est nommé après le relaunch de Dan Slott, et qui est une période finalement ultra prolifique pour le tisseur, avec beaucoup d'ajouts à sa mythologie. On raconte que l'acteur J.K. Simmons reprendrait son rôle de J. Jonah Jameson, 23 ans dans le rôle quand même, il a commencé en même temps que le Front Républicain en France, sauf que lui, il a quand même légèrement un petit peu mieux vieilli. Et alors l'autre rumeur qui est à prendre avec un petit peu plus de pincettes celle-ci, c'est que la catcheuse Liv Morgan serait en négociation pour incarner un rôle sérieux de premier plan dans le prochain Spider-Man. Ça la ferait passer par-dessus la 3e corde de tout Hollywood. Imaginez si c'est Chat Noir, alors là je vous laisse spéculer dans les commentaires.
Vive les comics! À la source, dans les comics, ceux qui sont faits par de vrais artistes, c'est une première pour Urban Comics puisque l'éditeur français de l'univers DC se lance dans la création originale avec Wonder Woman et Harley Quinn, La Souffrance et Le Don par le scénariste français Sylvain Runberg et l'artiste espagnol Miki Montio. C'est Harley Quinn qui vient chercher l'asile sur l'île de Themyscira, qui est exclusivement féminine, où une justement des Amazones est mystérieusement tombée enceinte. Alors ça, c'est dans les comics, c'est plus que dans la vraie vie. Ce genre de mystère, ça porte généralement deux couilles. Bon, en tout cas, c'est une excellente initiative de la part d'Urban et il me tarde déjà de lire tout ça. Chez Marvel, on n'appelle pas Deadpool le mercenaire d'Isère pour rien. Il a une grande gueule, un petit peu comme son co-créateur, qui a créé avec Fabian Nicieza le personnage, Rob Liefeld, qui, bien qu'il ne sache pas les dessiner, aime mettre les pieds dans le plat. Dans son podcast, il déplore la triste direction de ce qu'on appelle le X-Office. Comme on n'est pas chez Dorsel, eh bien, ça veut simplement dire le lieu où on décide de tout ce qui se passe dans les titres mutants. Donc il dit « Je reçois plein de messages de pros qui sont d'accord sur le désastre qui est devenu la direction des X-Men. Ce qui est triste car c'était autrefois l'excellence de la narration en comics. » Et là, il passe en mode RH, il veut carrément virer des gens, il dit Dan Buckley, David Bogart et David Gabriel doivent partir, ils n'ont aucune originalité, ils sont épuisés et ça se voit, et il explique un petit peu mieux ensuite, il dit trop de numéro 1 qui inaugurent des séries limitées, les titres sont annulés rapidement, ils n'ont plus d'inspi, que des coups marketing que les lecteurs et les libraires détestent, un océan de dérives, une mauvaise gestion de leurs artistes. Recommencer. Là, c'est plus un podcast, c'est un conseil de classe. Et en réalité, c'est vrai qu'à quelques exceptions près, à savoir les X-Men de Gail Simone et surtout ceux de Jed MacKay, eh bien, ouais, je regrette quand même très fortement la période Krakoan. D'ailleurs, à venir chez les X-Men, eh bien, le futur Giant Size X-Men qui fête les 50 ans du nouveau départ des X-Men dans la seconde équipe qui avait été créée pour ouvrir un petit peu plus d'horizons mutants, eh bien, Ali Wing et Sarah Pikeli vont nous présenter un X-Men qui n'a jamais existé, ce qui intervient déjà dans quand même le cadre où Miss Marvel, dans ce numéro, eh bien, va être envoyée dans le passé, dans les moments les plus iconiques de l'équipe des X-Men. Là, c'est plus Kamala Khan, c'est Forceps Woman. Bon, les Fantastic Four vont avoir droit à deux initiatives remarquables. La première, c'est un comic book qui servira de préquel au film de cet été. Et pendant que chez DC, ça sera un roman qui, lui, va présenter l'univers de Superman avant la sortie de son film. On appelle ça de la synergie positive. C'est comme quand en face d'un collège s'installe un snack ou le bureau de Jean-Marc Morandini. Et puis alors, pour rester dans des leçons d'économie, acquisition, fusion oblige, la cour de récréation s'est agrandie pour Disney quand ils ont racheté un Marvel, la Fox et absolument tout le reste. Alors on va avoir droit à un crossover entre la première famille de chez Marvel et les Anges de la Nuit, les Gargoyles, qui vont donc visiter le Baxter Building et pendant qu'ils y sont, eh bien forcément, ils vont affronter des ennemis venus des deux camps. On parle d'Annihilus pour les 4 Fantastiques. C'est le papa de la série Gargoyles, Greg Weisman, et l'artiste Georges Cambadé qui vont nous offrir tout ça. Bon, sinon, la vraie nouvelle, c'est qu'un nouveau criminel, Ed Brubaker et Sean Phillips s'apprêtent à pointer le bout de son nez. C'est intitulé Criminal The Knives, les couteaux, 200 pages à propos de 3 personnages qu'on connaît déjà bien dans cet univers. Une histoire qui nous promet d'être la plus sombre et la plus ambitieuse de l'univers. Ça sera le fruit d'un mélange de thématiques brubakeriennes. On retrouvera le dessinateur Jacob Kurtz de Bad Weekend qui essaie de se frayer un chemin dans la jungle hollywoodienne. On retrouvera Tracy de The Sinners qui redevient un civil dans sa vie d'antan après avoir été dans les forces spéciales, et Angie de My Heroes Have Always Been Junkies en quête d'une dangereuse vengeance. J'adore ces personnages, donc je suis complètement brûlant. Et puis alors, impossible malheureusement de ne pas terminer sans un hommage à Jackson Butch Guice, qui est un grand artiste de comics qui est mort à 63 ans la semaine dernière. C'est le co-créateur du personnage d'Apocalypse, de Resurrection Man. Il a été l'un des architectes de la mort de Superman. Il a travaillé sur le retour à la vie de Captain America, entre autres, puisqu'il faudrait évidemment toute une émission pour parler de l'artiste. Adieu Butch. Lisez, cette semaine j'ai eu plein de trucs à faire et pas trop la tête à lire, mais si j'avais dû relire quelque chose, ça aurait été tous les runs des Thunderbolts dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou au moins le tout premier chapitre de 1997, avec cette fin qui en a choqué plus d'un. C'était une époque où on arrivait un petit peu plus à garder les secrets, puisqu'il y avait un peu moins d'internet omniprésent. J'étais trop jeune pour le lire à l'époque de sa sortie, mais si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que l'effet que vous avez ressenti, ça devait être assez dingue. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous lisez
lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre. Merci pour vos pouces bleus. Merci d'être toujours aussi nombreux à partager, hein, à tweeter, à retweeter, à partager sur Facebook, à m'incorporer dans vos stories Instagram. Merci à tous ceux qui sont encore là sur mon Discord. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à laisser vos messages pour El Bando del Pueblo sur les réseaux sociaux. C'est votre espace de liberté depuis 469 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, bon long week-end, hein, que vous le travaillez ou que vous le chômiez complètement. Et puis je vous rendez-vous très vite pour de nouvelles toutes fraîches. Oh là là, j'ai trouvé encore meilleur que mon beau-frère. Une femme nue a été filmée à la fenêtre d'une des résidences d'un gouverneur du Mexique. Il a déclaré que c'était le fantôme de l'impératrice Carlota. Il a immédiatement organisé une visite paranormale du palais, le type. Hein. Les journaux locaux parlent tout simplement d'une prostituée. Hein. Et là, c'est sûr que c'est un petit peu plus dur d'organiser une visite. Enfin, une visite gratuite, du moins.